Donc d'un point de vue investissement, les hôpitaux en fait coûtent très très cher. On a besoin des hôpitaux, mais ils coûtent très cher. Et les services donnés au niveau des hôpitaux coûtent proportionnellement plus cher que les services donnés en première ligne ou dans un plus petit hôpital. Et si on veut être dans une politique vraiment de santé et non pas de lutte contre un virus, mais il faut absolument renforcer ce rôle de la première ligne de soins, des soins de santé primaires, donc y compris la prévention des comorbidités et la promotion de la santé. Merci. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui voulait poser une question qui n'a pas eu l'occasion de la poser au premier panel, mais je me suis dit que c'était indiqué pour le vôtre. Je vais vous la lire parce que je l'ai écrite, comme ça ce sera plus... Voilà. Mon questionnement était le suivant. Avant de discuter le vaccin, le CST, la balance bénéfice-risque, etc., la question initiale me semble être celle du choix tout vaccinal. Pour expliquer, un bon père de famille, lorsqu'il a un de ses enfants malades, s'occupe à l'écart de son enfant, à l'écart des autres. Pardon. Il s'occupe de son enfant malade à l'écart des autres. La santé publique doit être gérée en bon père de famille. Le choix du tout vaccinal signifie de chercher à protéger les bien portants et de laisser mourir les malades. L'urgence était de prévenir et de soigner le plus tôt possible. L'effort financier et humain devait être mis sur la recherche d'un traitement avant le développement d'un vaccin. Le choix politique des États du tout vaccinal est criminel, à mon sens, surtout en pleine pandémie, car il induit une forte pression sélective sur le virus. Alors, ma question est comment comprendre et expliquer un tel choix qui flirte avec le crime contre l'humanité et n'est véritablement pas l'avantage des entreprises pharmaceutiques? Un petit peu fort comme question. Je vais peut-être commencer, puis je citerai la parole à mes collègues. Moi, je ne pense pas que le choix du tout vaccinal, je crois qu'il y a eu un choix du tout vaccinal, mais que c'est plutôt lié à une paresse intellectuelle, à croire qu'on pouvait trouver une solution simple à un problème complexe et qu'on pouvait trouver une solution technologique à un problème beaucoup plus social et politique. Donc je constate que chez beaucoup de collègues, voilà, on a une certaine paresse intellectuelle à croire qu'on va pouvoir trouver une solution technologique rapide à un tel problème. Et ça, c'est pas juste dans le cadre du Covid. Je travaille dans les domaines, et Yves aussi, des politiques de santé mondiale, de lutte contre les épidémies en Afrique, etc. C'est un vieux classique. Les approches verticales ciblées sur une seule maladie, c'est un vieux classique, ça fait des décennies qu'on fait ça. Croire qu'on va trouver une solution magic bullet, comme disait Pierre-François, à un problème complexe, voilà, c'est une espèce de paresse intellectuelle du milieu. Oui, alors donc il y a des personnes dans la salle qui sont plus compétentes que moi, hein. Béatrice est encore là sur la vaccination, mais quoi qu'il en soit, les objectifs de la vaccination étaient bien sûr de diminuer les formes graves, et ça le vaccin a répondu, mais il avait d'autres objectifs attendus, c'était de diminuer les transmissions, et là on s'est rendu compte au mois de juin dernier, on est tombés tous de notre chaise en disant ce vaccin ne protège pas des contaminations, ce vaccin devait diminuer le risque de retomber malade. Là aussi, on est tous tombés de notre chaise. On retombait malade après le vaccin. On l'a bien vu même après la 3e dose. Et puis, le vaccin devait aussi nous éviter des mesures de quarantaine, puisqu'on aurait été protégés, et ce n'a pas été le cas non plus. Donc, en fait, le vaccin n'a répondu qu'une partie de son cahier des charges, qui est simplement, c'est très important, la limitation des formes graves. Et c'est ça le problème, c'est que quand la littérature scientifique a commencé à documenter que les autres objectifs ne seraient pas, je dirais, atteints, que les politiques n'ont pas changé de paradigme. Et ça, je pense que, enfin, je ne sais pas, Yves, toi, tu es plus dans les secrets des politiques, mais c'est ça, je pense que la grosse erreur qu'on n'a pas fait, c'est au mois de juin dernier qu'on s'est rendu compte que le vaccin avait beaucoup de qualités, mais pas toutes les qualités attendues, qu'on aurait dû franchement changer ce discours du tout à la vaccination vers les groupes à risque, et bien sûr toutes les autres mesures pour limiter les conséquences. Bon, ça, c'est mon analyse. Oui, mais là, c'est pour rejoindre ce que Yves a dit et que d'autres ont pensé aussi. Je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Si je regarde les malades qu'on avait, première vague, deuxième vague, il n'y a pas de vaccinés, il n'y a pas de vaccin. Troisième vague, dans les soins intensifs, je parle. Il y a beaucoup plus de non-vaccinés que de vaccinés. Et maintenant, les 2 derniers mois, il n'y a plus que des vaccinés. Mais c'est des populations qui ont changé. Ce n'est plus les mêmes. Ils sont âgés ou ils sont complètement immuno-incompétents. Je pense que le problème du paradigme qui n'a pas été changé, c'est que de fait, comme le dit Yves, quand on part du principe que le vaccin va tous nous sauver, va tous nous prévenir,
On a mis de côté tout le reste. L'industrie pharmaceutique ne va pas développer des produits qui vont mettre un temps de développement qui est important, alors qu'on a déjà quelque chose qui est rapidement offrable et qu'on peut défendre. Donc il n'y a pas eu d'investissement important sur l'utilisation de vieilles molécules à explorer correctement ou le développement de nouvelles molécules, sauf tout récemment, à un moment où, entre guillemets, c'est presque peut-être trop tard, sauf s'il y a d'autres variants qui sont sensibles à ces traitements-là. Et donc on est restés tous la tête dans le guidon en disant le vaccin va nous apporter la solution. Donc ce faisant, on a regardé en tout vaccinal, uniquement tout vaccinal. Et puis de fait, la déception est venue puisqu'on se rend bien compte que c'est d'abord pas une maladie éradicable, c'est une zoonose qui aura des réservoirs, et deux, que c'est des vaccins qui donnent des anticorps surtout circulants, mais pas d'anticorps sur les muqueuses, et qui font que la contamination, la transmission, elle persiste. Et donc, au départ, il n'y avait pas mal d'honneur, il n'y avait pas malhonnêteté. Je pense que tout le monde pensait qu'on allait avancer dans ce sens-là et qu'on allait être sauvé par ça. Et puis, les déceptions sont arrivées les unes derrière les autres. Donc, je ne chargerai pas l'industrie pharmaceutique uniquement en disant qu'ils ont voulu faire des sous. Je pense que quand une opportunité est là, ils la prennent. C'est leur job, c'est leur business. On peut en vouloir de ce point de vue-là. Mais la déception est venue malgré tout. Et on n'a pas, pendant ce temps-là, changé du tout le paradigme. Et on ne s'est pas orienté vers des gros développements sur d'autres antiviraux, comme on l'a fait. Et Yvan Latem, c'est certainement bien, surtout les médications antivirales pour d'autres virus, que ce soit la grippe ou autre, ce qu'on n'a pas véritablement fait ici. Yves, tu voulais faire un commentaire? Oui, bonjour. Alors je pense que ce qui est totalement faux, c'est qu'on n'a pas cherché les médicaments. Il y a eu des dizaines de milliers de molécules qui ont été screenées, et pas par des firmes pharmaceutiques, par des centres de recherche indépendants. Le Rega Institute, ici, à la KUL, qui est un des centres mondiaux de recherche en antiviraux, a screené des dizaines de milliers de molécules, entre autres financées par ceux qui mettent des puces dans les vaccins. Vous voyez ce que je veux dire? Bill Gates. OK. Entre autres par Bill Gates et par d'autres. Plusieurs centres ont fait ça dans le monde, en Californie, en Floride, à New York également aussi, et n'ont rien trouvé. Alors ça, c'est les centres de recherche indépendants. Ce n'est pas l'industrie pharmaceutique. Je partage ce que tu viens de dire, Pierre-François, c'est qu'effectivement, on a l'impression, je n'ai pas la certitude, que l'industrie elle-même, de son côté, n'a peut-être pas fait l'entièreté des recherches à ce moment-là. Mais par contre, des gens qu'on ne peut pas dire être justement à la recherche du profit, comme les centres universitaires, ont fait ce boulot et n'ont pas trouvé. Alors, c'est peut-être comme ça, mais c'est totalement faux de dire qu'on n'a pas cherché de molécules. Moi, je voudrais intervenir aussi, puisque j'ai quand même interrogé plein de gens pendant plusieurs mois. Et je sais que ces fameux traitements dont on parle, même si Frédéric Caruso n'aime pas l'appellation traitement, ils étaient administrés dans les hôpitaux il y a bien longtemps déjà. On parlait d'hydroxychloroquine, mais on en parlait dans les couloirs. Ce n'était pas médiatisé, mais en tout cas, c'était des traitements qu'on administrait déjà. Et la deuxième sous-question, c'était, quelque part, on a pris le risque d'administrer une solution unique qui était le vaccin. Et quand je posais la question de l'administration finalement de remèdes qui existaient, on me disait qu'on n'avait pas la certitude du fait que ça fonctionne. Mais alors pourquoi, dans les deux cas où on n'a pas de certitude, on ne prend pas le risque aussi de soigner avec des traitements où on n'a pas des preuves de réussite? Je pense que ce qui a joué aussi beaucoup au niveau de la communauté médicale au sens large, ça a été la notion d'urgence et d'empressement. Et donc, ce faisant, il a été difficile de coordonner correctement des développements larges, multicentriques, pris à des bons moments de la maladie, et on s'est tous dépêchés de tester des choses. Moi, les 100 premiers malades, quasiment, ont tous reçu l'hydroxychloroquine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on considérait que... Et puis après, tous les malades suivants ont reçu la cortisone. Et maintenant, on se rend compte que finalement, je parle des soins intensifs, on n'a pas eu de différence de mortalité, mais on a eu plus d'infections. On verra bien ce que ça donne à la fin. Donc, on était dans l'empressement, et donc c'était un peu, qu'est-ce qu'on a dans le tiroir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a un peu déstructuré notre approche qui, en temps normal, se fait de manière plus coordonnée. On a souvent voulu répondre un peu à l'urgence, et donc on a un peu bâclé une partie de la recherche. Je dis bien une partie de la recherche. Tout le monde n'a pas fonctionné comme ça, et certains ont voulu bien faire, mais peut-être cibler certaines thérapeutiques à certains moments. Et c'est venu avec le temps, et c'est venu après la deuxième vague, où tout doucement on a réfléchi différemment. Il faut bien se rendre compte que quand on fait face à la première vague, et que tous les hôpitaux commencent à être remplis de malades Covid, et qu'on n'a pas d'explication, et qu'on ne sait pas de la sévérité, et qu'on ne sait pas ce qu'on peut donner, on essaie un peu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais on essaie ce qui a été utilisé pour d'autres virus, et de voir si ça fonctionne, mais on le donne peut-être parfois trop tard, ou parfois trop tôt, ça dépend.
Et donc voilà, il a fallu certainement plus de 12 mois avant d'avoir... Jamais les comités d'éthique n'ont approuvé aussi vite les études. Jamais. J'ai eu la fédération l'agence du médicament qui m'a donné réponse un dimanche après-midi. J'étais complètement scotché. D'habitude, il faut 2 mois. Tout ça parce qu'il y avait une notion de vitesse et une notion d'urgence qui fait qu'on a peut-être parfois fait beaucoup de choses sans vraiment le penser complètement comme on le ferait d'habitude. Et donc on a peut-être, certainement, à mon avis, une bonne moitié des études qui ont été faites qui ne sont pas de qualité ou pas de qualité suffisante pour conclure un effet bénéfique ou négatif. Notion introduite par Frédéric de différence entre traitement et prise en charge est vraiment cruciale. On est face à une maladie complexe qui est systémique, qui devient très rapidement systémique. Et donc essayer de trouver un antiviral qui va marcher sur tout le monde, quelle que soit l'hétérogénéité de la population à tout stade de la maladie, c'est totalement illusoire face à l'hétérogénéité et à la complexité de la maladie. Moi, je suis embêté avec le débat de ces traitements précoces. C'est pas que je n'aime pas le mot traitement. Quand un traitement, je vous ai cité quelque chose, si je dois mettre un antibiotique demain à quelqu'un ou un support hémodynamique, je ne dis pas mon traitement m'embête. Je suis content d'avoir des armes. Le problème, c'est que les personnes qui défendent le traitement précoce, donc vous connaissez tous notre professeur Didier Raoult, j'ai lu ses ouvrages parce que j'ai fait la littérature des deux côtés. La science, c'est pas d'écouter d'un côté de l'autre, vous lisez, j'ai lu ses ouvrages. Il est très affirmatif en fait sur l'efficacité. Il dit que quand tu donnes ce traitement-là, les chiffres sont excellents. Donc c'est toujours la même chose, c'est très polarisé en fait. Donc sans expérience clinique, puisque moi je ne suis pas généraliste, je vais me dire, moi, ce n'est pas mon job. L'hydroxychloroquine, je l'ai donné au Chirec durant la première vague en réa. Or, les gens qui défendent ce traitement, c'est tout au début de la maladie, ce n'est pas aux soins intensifs. Je pense qu'on n'a tué personne avec, on n'en a pas sauvé non plus. Mais ça ne m'appartient pas trop, ce débat-là. Donc, une fois que vous dites, ce n'est pas mon job, vous lisez les deux parties, vous dites, ce débat, il n'a pas l'air d'être rangé, il est toujours en cours, je pense. Mais des deux côtés, non. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que ça fonctionne, voilà, les autres sont des criminels, et en face, c'est des imposteurs. Et c'est noir et blanc. Et voilà, donc ça, c'est un peu à chacun faire son opinion. Il faut des débats médicaux. Moi, je suis convaincu qu'il faut débattre, discuter. Moi, je serais heureux de discuter avec des gens des deux côtés. Il n'y a aucun problème à ça. C'est ce que je vous disais. Après, il faut aller en aval, quoi. À partir du moment où vous n'êtes pas convaincu et pas d'expérience clinique, il y a une collègue ici généraliste que j'apprécie beaucoup, qui a soigné ses patients sans ces molécules-là et qui a des bons résultats. Après, vous pouvez dire, ouais, voilà, j'ai donné du jus de betterave à tous mes patients, ils n'ont pas été à l'hôpital. Le jus de betterave fonctionne de la Covid. C'est un biais. Donc il y a toujours une méthodologie, il y a des choses compliquées, mais les gens en tout cas qui l'ont donné ont l'impression que ça fonctionne, d'autres disent que c'est un imposteur, moi je n'en sais trop rien. Mais il ne faut pas rester tranché là-dessus, puisque c'est clair pour les uns et pour les autres, mais qu'une masse des personnes sont un peu comme moi dans le doute, il faut aller au-delà, il faut soigner, être présent. Et quand on disait la santé publique avec la première ligne de soins peut s'occuper de 99% des patients, on doit le faire, c'est de se dire comment est-ce que je m'organise comme médecin généraliste avec une maladie nouvelle pour prendre en charge éventuellement des appels Covid-19. Donc vous allez contacter votre laboratoire en disant, moi, toutes les prises de sang que je vais vous envoyer pour du Covid, je vais cocher, s'il vous plaît, développez-les en urgence par rapport à la demande de fonction thyroïdienne, de fonction rénale ou un ion qui ne me tracasserait pas spécialement pour mon patient. Donc la prise de sang que moi je vous envoie, sur les 2 patients que je vais voir dans mon tour journalier, faites ce développement en urgence. Allez à domicile avec un kiné respiratoire éventuellement qui s'équipe, qui va faire de la kiné respiratoire. Contactez votre pharmacie du coin pour prescrire rapidement de l'oxygène. Moi j'ai 36 ans. Si je fais un Covid, je n'ai pas envie de rester à 92% de saturation pendant une semaine à respirer à 30 par minute. Je vais me dire, mais je veux de l'oxygène. Mais qui ne voudrait pas avoir de l'oxygène? Et conscient de la problématique, je ne suis pas sûr, je suis moi-même prescripteur, je vais sauter sur ma prescription électronique et je vais mettre sous une Clexane que je vais juger 2 fois, je vais réfléchir à mon dosage. Je vais être attentif à ce que je vais cracher. Si je vois que je crache vert, je me dis, tiens, je ne vais pas bien du tout. La température, je vais quand même mettre l'antibiotique, peut-être ma surinfection. Le numéro américain, il faut aussi a bien décrit que dans les grippes, les influenza sévères, il y a de la surinfection. C'est ancien à les facultés de médecine, l'épithélium respiratoire est abîmé par de l'inflammation et des dégâts. C'est une porte ouverte à de la surinfection, tout simplement. Donc il faut pouvoir agir. Donc je veux dire, je ne reste pas tranché sur ce débat, il ne m'appartient pas. Je n'ai ni la compétence académique, en termes de chercheur, je ne fais pas d'études, je n'ai pas d'expérience avec cette molécule, donc je me dis qu'est-ce que je peux faire comme raisonnement au-delà, c'est tout ce que je vous expliquais, connaître la maladie, avoir des patients tout le temps, comprendre ce qui se passe, les avoir interrogés systématiquement et me dire il y a une faille à ce niveau-là. Et puis si ça ne va pas, ils ont quand même été soignés, comme plein d'autres problèmes, et ils vont aller à l'hôpital et j'ai quand même fait mon boulot. Je parle comme si j'étais généraliste, je ne suis absolument pas, mais j'essaye de raisonner fort de connaissances quand même en médecine et de fréquenter le milieu médical, notamment les généralistes.
abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.